les habitants les plus élevés des Hauts-de-France. Il habitait, vous savez, dans ce petit chalet près du jardin d'altitude qu'on appelait le chalet universitaire, qu'on fréquentait à l'époque. Et donc c'est un observateur depuis 50 ans du manteau neigeux, des avalanches, excellent botaniste aussi. Et donc il va maintenant nous présenter, c'est le président de l'association Nivose. Et je lui laisse la parole pour nous emmener dans l'enneigement de ce massif très intéressant. Merci Bernard. Bonjour à toutes, à tous. Bon, voilà, qu'est-ce qui nous a amené à parler de la neige et des avalanches ici dans les Vosges en 1976, donc j'ai pris la direction du chalet universitaire qui se trouve à côté du jardin d'altitude, à 1200 mètres d'altitude et à quelques centaines de mètres seulement de la réserve naturelle du Frankenthal-Miss-Heimle. Et dès le départ, j'ai commencé à noter absolument tous les phénomènes, à la fois météo, neige, vent, les températures, ce qui faisait quelques dizaines d'occurrences par semaine, voire plus, ce qui a représenté, durant 40 années de mesures et de relevés, des milliers et des milliers de notes. Donc je vais vous parler assez rapidement déjà des phénomènes météo qui sont caractéristiques donc, du massif vosgien, mais pour toute la partie météo-climato, je ne suis pas météorologue, hein. Vous trouverez suffisamment de données dans toute la littérature qui a été éditée depuis des années par des dizaines et des dizaines de chercheurs, étudiants, professeurs à l'Université de Strasbourg ainsi qu'à l'Université de Nancy. Moi, ma spécialité est beaucoup plus proche de la pratique de la montagne, c'est-à-dire la nivologie, l'étude de la neige, hein. Donc, sur le secteur, donc, on peut constater une chose, c'est que le Val de Münster est abrité des perturbations atlantiques venant de l'ouest, beaucoup plus que le versant lorrain qui, lui, prend toutes les précipitations. Ça, c'est bien connu, hein. Et à l'automne, on peut avoir aussi des périodes d'inversion de température qui créent, dans la plaine et les hautes vallées, des mers de nuages avec des différences de température positives en altitude et négatives en plaine, hein. Alors, lors de ces périodes, on voit la forêt noire, on voit le Jura, on voit les Alpes parfaitement bien. C'est surtout en période d'automne qu'on voit ce phénomène-là. Au-dessus de 1000 mètres d'altitude, les conditions climatiques sont totalement différentes de ce qu'on peut ressentir dans les vallées. Il faut vraiment y vivre toute l'année pour se rendre compte de ce que c'est. Et c'est pour ça que je me permettais d'apporter quelques témoignages justement de ce qui se passe là-haut en altitude, à la fois sur des données météo-climato, mais surtout bioclimatiques, hein. Ça sera repris d'ailleurs par les autres intervenants qui, eux, pourront vous apporter des éléments que moi je ne vous apporterai pas parce que ce n'est pas ma partie. Chacun son métier. Donc là-haut, en altitude, on peut avoir des vents à 100 km/h, voire plus, hein. Les brouillards donc, sont souvent fréquents en altitude par des phénomènes de condensation au passage de la crête. Là, dans ces cas-là, peuvent se former, donc l'hiver notamment, des givre sur tous les obstacles, que ce soit les arbres, que ce soit comme ici les poteaux, les panneaux. Et en revanche, lorsque le nuage arrive sur le versant est du massif, c'est-à-dire au-dessus, en gros, de Münster-Stoßwihr, les nuages ont tendance à se dissoudre. C'est ce qu'on appelle l'effet de Föhn. La plus grande partie de l'humidité s'étant déchargée en altitude, on se retrouve avec des précipitations beaucoup moindres. Alors il faut savoir par exemple que sur la crête vosgienne, moi j'enregistrais couramment des cumuls de précipitations à 1200 mètres de l'ordre de 1800 à 2000 mm, c'est-à-dire 2 mètres de pluie. Ce n'est pas le plus arrosé, le record est détenu par Wildenstein et par le lac de la Loche, qui atteignent parfois 2,25 mètres, je crois, hein. En revanche, sur Münster, il ne tombera plus qu'environ 1 mètre. Et sur Colmar, nous n'avons plus que 45 à 50 cm seulement de pluie. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques du régime qui est à la fois océanique et montagnard. Donc, hein. Les températures, donc la pluie d'abord, ça je vous en ai parlé, et les températures, alors en fait, subissent de grandes variabilités. Alors on peut avoir les périodes d'inversion déjà citées avec... parfois, on a plus 6, plus 10 en altitude et il fait 0 degré aux environs de Münster. Mais ça, c'est quand même très rare dans l'année. Mais sinon,
on a un gradient de température qui est assez important, puisque en altitude, on peut considérer que les températures moyennes annuelles étaient, je dis bien, calculées de l'ordre de 4 à 5 degrés au niveau des Hauts-de-Chaume, alors que sur Colmar, on serait, je crois, aux environs de 11 degrés, ou plus. Tout ça restera à vérifier dans les années qui viennent, puisqu'il y a quand même une évolution assez importante. Ça, on le verra un peu plus au niveau de l'enneigement. Justement, le coefficient niveaumétrique. Alors ça, c'est un terme un peu sérieux, un peu scientifique, qui veut dire tout simplement quelle est la quantité de précipitation dans l'année qui tombe sous forme solide. Alors ça peut être de la neige, ça peut être du givre, on l'a vu, ça peut être aussi du grésil ou de la grêle. Eh bien, il était environ de 50%. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y avait à peu près la moitié de ce qui tombait dans mon pluviomètre au Châtelet qui était sous forme solide, ce qui posait des problèmes parce qu'il fallait constamment aller le faire fondre. Et en plus, avec le vent, il est évident que la neige, quand elle passe au ras d'un pluviomètre, le pluviomètre ne veut pas tout enregistrer. Ça, c'est aussi une des limites de l'étude de la climatologie en altitude. Alors, selon les années, la durée d'enneigement continue et est extrêmement variable. Ça peut être seulement de 29 jours certains hivers, comme l'hiver 89-90, ou plus de 180 jours, comme notamment le fameux hiver 2005-2006, où nous avions eu des quantités de neige importantes, l'enneigement était très précoce, et il est resté tardivement sur les crêtes, vu l'épaisseur du manteau neigeux qui fondait très très lentement. Donc il y a des conditions aussi qui sont d'ordre géologique ou géomorphologique, et qui permettent justement un bon enneigement et un bon englacement, je dirais presque, sur le versant est et plus précisément sur la réserve du Frankenthal. Donc ce sont ces fameux cirques glaciaires qui sont des vestiges des dernières glaciations. Ça, Jean-Luc Mercier nous en parlera. Et qui continuent à fonctionner un peu comme si on avait la construction de névés qui pouvaient un jour, lors d'une phase de refroidissement, se transformer en glacier. C'est un peu le rêve de pas mal de personnes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les courants dominants qui sont généralement de sud-ouest, ouest, nord-ouest, et qui apportent bien sûr le maximum de précipitations sous forme de neige, ces vents sont très violents. Et ils arrachent la neige qui ne peut se déposer sur les Hauts-de-Chaume du versant ouest, et cette neige va, en tourbillonnant, s'accumuler dans les ravins et dans les circuits glaciaires. Et là, vous pouvez avoir des épaisseurs assez considérables, de l'ordre de, j'ose pas donner de chiffres précis, de l'ordre de 10 à 15 mètres d'épaisseur par endroit. Donc, ces escarpements sont des secteurs vraiment très, très importants pour le maintien de la neige en altitude. Alors, les mesures nivologiques, alors on a eu des précurseurs, nous, en matière de nivologie, comme il y en a eu aussi en matière de botanique ou autre, et notamment une des premières mentions concerne l'observation de la couverture neigeuse. Je me permettrai quand même de vous la lire très rapidement. C'est Édouard Collomb qui, le 5 mai 1847, dit « J'ai déjà fait plusieurs courses sur nos montagnes. Le névé couvre tous nos sommets avec une persistance telle que les anciens du pays ne se rappellent pas l'avoir vu aussi bas à cette époque de l'année. Depuis 1816, dimanche dernier, par conséquent, le 2 mai, j'ai pu juger du sommet du Honeck, de la masse considérable de neige qui couvre encore toute la chaîne. » On a effectivement quelques photos d'époque. Et là, je vais rejoindre ce que disait Bernard Ster tout à l'heure. Les gens qui ont vraiment étudié les secteurs d'avalanche et les dépôts de neige, donc les névés, ce sont des botanistes. Et une des premières mentions donc, qui parle de l'état de la neige, elle est de Charles Grade déjà en 1871 et qui va éditer un article intitulé « Observations sur les petits glaciers temporaires des Vosges ». Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas encore le terme de névé, et puis, ma foi, ici, il n'y avait pas eu tellement d'observations qui avaient été faites en période hivernale, on comprend pourquoi, vu les conditions difficiles, donc on parlait de petits glaciers temporaires,
et il fait des coupes à l'intérieur de ces névés, et il découvre des couches de glace, et il tente d'expliquer un peu comment ces gros névés peuvent, par un effet de glacier, on appelle ça comme ça, repousser la terre et avoir une action sur le sol. Et puis, on a là la carte des escarpements du Honeck, carte qui a été éditée en 1893 par les botanistes. Camille Brunotte, qui est le fondateur du premier jardin d'altitude qui se trouvait au col de la Chlourte, au Mont Tabet, et puis le maçon. Et sur cette carte-là, ils avaient précisé les emplacements des névés, les couloirs d'avalanche. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une relation très nette avec la végétation qui y pousse. Alors les relevés de température, par exemple, les premiers que j'ai faits, c'était tout simplement en 77-78, puisque je prends la direction de ce centre. Et comme je revenais des Alpes, et puis que j'avais vu que mes collègues gardiens de refuge faisaient aussi des relevés météo, on a tout simplement continué à faire la même chose, au départ d'une manière assez empirique, et puis rapidement avec toute une équipe, et notamment avec des universitaires météo et climatologues. Puis, je me suis spécialisé donc dans l'étude de la neige, et suite à des stages faits dans les Alpes, je me suis lancé dans les sondages par battage, et je n'étais pas tout seul, il y avait pas mal d'étudiants avec moi, et notamment des stagiaires futurs professionnels de la montagne. Et je suis content de voir que certains ont même fait carrière et sont actuellement dans les Alpes. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une suite et qu'on a servi à quelque chose, on a passé le message. Voilà. Alors en quoi consistent ces mesures de neige ? Alors c'est quelque chose de très technique, mais qui est fait avec des instruments très simples. Il y en a quelques-uns là, on pourra vous les présenter tout à l'heure. Et en fait, tout réside dans un sondage par battage avec une sonde métallique qu'on enfonce à l'intérieur du manteau neigeux, et on calcule la vitesse d'enfoncement. Ensuite, en rentrant à la maison, on dépouille ça ou à la main, donc là vous avez un croquis fait main, ou alors sur un logiciel spécifique. Et de là, on a déjà une première idée des différentes strates de neige qu'il y a à l'intérieur du manteau neigeux, parce qu'un manteau neigeux, comme son nom l'indique, est constitué de quantités de couches qui se sont accumulées depuis le début de l'hiver. Donc, en réalité, l'observateur, quand il travaille par exemple en mars, il fait de l'archéologie de la neige, mais de l'archéologie sur quelques mois seulement. Et c'est pas tout. Il faut ensuite faire une fouille, voilà, et descendre jusqu'au niveau du sol. Et là, il va falloir que l'observateur mesure à la fois tous les températures, la qualité de la neige, donc on va regarder les cristaux à la loupe, la dureté, l'humidité, etc. Et tout ça va entrer dans cette base de données qui nous permettra de voir l'évolution du manteau neigeux tout au long de l'hiver. Alors, je ne vous le cache pas, ça a aussi un grand intérêt pour une connaissance du risque, indirectement. Dans les Alpes, il existe des BERA qui sont des bulletins d'estimation des risques d'avalanche. Dans les Vosges, ça n'existe pas. Mais on approche déjà, nous, un peu avec l'association Nivose, des résultats, puisqu'à plusieurs reprises, nous avons pu prévoir les avalanches, même parfois quelques heures avant. Alors ensuite, le travail ne s'arrête pas là. L'observateur niveau météo, lui, continue même l'été. C'est-à-dire, nous allons aller voir sur le terrain qu'est-ce qui s'est passé, alors dès la fonte des neiges, et on va essayer de trouver tous les indices nous indiquant où les avalanches sont passées, où elles se sont arrêtées, comment elles ont pu partir. Durant l'hiver, on voit pas mal de phénomènes, mais trop souvent il y a du brouillard, très souvent c'est recouvert par des chutes de neige. Donc ce travail-là, il faut le poursuivre toute l'année, y compris en plein été, puisque là on peut aller continuer à observer les arbres qui ont été arrachés, et dans certaines conditions, et là on fait aussi de l'archéologie ou de l'historique, il faut découper le tronc et compter les stries d'accroissement, donc annuels, qui nous permettent de dire cet arbre-là a commencé à pousser il y a 50 ans, ou il y a 80 ans. Donc durant ce temps-là, il n'y a pas eu d'avalanche qui ont pu avoir un impact sur ce végétal.
Donc on a quantité de repères comme ça. Tout ça entrera dans notre base de données, ce qui permettra à des chercheurs de travailler là-dessus. Et là aussi, on passe maintenant le message aux personnes qui nous suivront. Alors, on a juste 2 secteurs intéressants. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, grossièrement, le secteur forestier du col de la Schlourte. Alors, toute la partie nord du col de la Schlourte est boisée, mais on a des cirques quand même et des couloirs d'avalanche qui sont actifs. Et chose assez étonnante, c'est qu'on a des avalanches en forêt. Et ça, ce n'était pas connu jusqu'à présent. On en a détecté pas mal lors de la mission neige que j'avais effectuée pour le parc des Ballons, d'ailleurs, et pour la réserve, entre 2000 et 2003. Et puis là, il y a un secteur à risque, bien évidemment, qui est bien connu depuis des années, qui est le couloir de l'Altenberg. En arrivant à la Schlourte venant de Münster, donc, vous passez dans le tunnel. Mais avant le tunnel, vous avez une barre rocheuse qui est en partie protégée par du grillage pour éviter les chutes de pierre. Et au-dessus, vous avez des forêts. Et là, même par faible enneigement, peut se déposer une neige qui parfois est instable. Et voilà ce que ça donne. Elle tombe sur la route. Et parfois, il y a même des quantités impressionnantes, puisque l'année dernière, en février, nous avons eu 80 mètres cubes de neige qui sont tombés. Donc voilà. Alors on continue toujours en faisant des infographies et en faisant de la toponymie, parce que les couloirs d'avalanche n'étaient pas toujours nommés. Et là, ça posait aussi un problème sur le plan de la recherche de victimes, notamment, parce que c'était par là, mais on ne savait pas où. Maintenant, on sait très bien que ça s'est passé dans l'Y, ou alors ça s'est passé dans le Grand Dagobert. Alors, parmi les observations, là, vous regardez ce beau paysage, là, on voit la Martine Vent au premier plan, et puis le col du Falimont. Et en regardant de plus près au col de Falimont, ce jour-là, je vois quelque chose qui me semble assez particulier. Et je faisais précisément un sondage aux Trois Fours, et je passe sur Internet l'information, attention, danger, c'est pas clair ce truc-là, ça pourrait bien partir. Et effectivement, le soir même ou le lendemain, ça part. Alors voilà ce que ça donne. Entouré en rouge, là, les 3 petits points, là, ce sont des alpinistes. La grosse bosse de neige, qui était une plaque et non pas une corniche, hein, est partie. Et ça, je l'avais détecté sur sondage. Et elle est descendue sur 200-300 mètres et sur environ 20 à 30 mètres. Personne n'était dedans, heureusement. Or, le passage du Frankenthal-Falimont, c'est le plus emprunté en hiver hein, de tout le massif. Il y a d'ailleurs très souvent des problèmes. Nos amis du PG pourront vous en parler à l'occasion. Il y a fréquemment des gens qu'il faut aller sauver parce qu'ils n'arrivent pas à passer ou alors qu'ils partent carrément dans les avalanches. Donc voilà le style de profil que j'avais déterminé la veille. On entend bien qu'il y avait une strate fragile. Donc voilà. Alors une observation aussi intéressante qui peut être sur les névés. Donc ces fameux névés qui peuvent persister tard dans l'année, puisqu'on sait qu'en 78, les dernières neiges vosgiennes ont fondu à peu près à la mi-septembre. Et puis, un autre phénomène qui semble assez récurrent là actuellement, c'est le glissement de névé ou de plaques au printemps, sans qu'il y ait forcément beaucoup de pluie, d'ailleurs, et sur le sol, directement. Ce sont des plaques au sol, et ça vous mobilise des quantités impressionnantes de neige. Voilà. Alors, autrement, on travaille aussi sur l'historique, grâce notamment à Francis Guth, ici présent, qui nous a apporté énormément d'éléments. Et on s'aperçoit que en 1910, par exemple, l'ancienne ferme du Frankenthal a été détruite par une avalanche. La ferme actuelle a été reconstruite quelques centaines de mètres plus haut, un peu plus à l'abri des avalanches. Et nous, en 2006, en avril 2006, on constate que l'avalanche, donc séculaire, est à nouveau passée sur la ruine. Alors, les indices, c'était toujours pareil, des branchages, des pierres, etc. Donc, on continue toujours ces observations, là, notamment dans le couloir du Rotride, où l'alimentation de la partie supérieure dans ce couloir s'effectue vers 1250 mètres d'altitude, et en cas de forte avalanche, ça doit être en 2010, ça peut descendre jusqu'à 850 mètres d'altitude. Donc ça vous donne quand même une idée de l'importance
du phénomène. Alors l'hiver vosgien, j'ai jamais trouvé d'hiver caractéristique dans les Vosges. Année après année, jour après jour, on mesure et on passe ça sur le graphique. C'est assez éloquent. Hein, vous voyez, c'est écheveau. Il n'y a pas 2 années semblables. On n'a pas de normes. Vous avez des années qui commencent très tôt, d'autres pas. Vous avez souvent des pointes en noir, par exemple, certaines années, en début, en fin d'hiver. Et au départ, moi, je cherchais des cycles, j'en ai pas trouvé. On peut avoir des années comme précisé déjà de 89-90, ça vous donne un peu une idée donc, de l'enneigement qui était très faible. On a à peine atteint 45 cm au plus haut, et d'autres années comme 85-86 où là-haut on montait à 2,50 m. En mars 2006, 3,20 m aux 3 fours hein, quand même. Hein. Donc voilà. Pour aller plus loin, et là on parle climato carrément, que va devenir l'enneigement dans les Vosges dans les années à venir? Non, moi je ne suis pas Madame Soleil, hein, donc moi je suis un modeste observateur hein, de terrain, donc je note tout et on passe ça à la moulinette de l'informatique et on en arrive à des conclusions grâce au travail aussi de climatologues qui travaillent avec nous. Et sur 40 années, on s'aperçoit qu'il y a effectivement quand même une courbe descendante. Et le Météo France a un centre d'études de la neige en altitude au col de Porte en Chartreuse, qui se trouve sensiblement à la même altitude que le Chitelet où nous avons fait nos relevés. Et eux, ça fait 50 ans qu'ils font les relevés, et voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est quand même assez éloquent. Ces graphiques, ces études datent de 2012, où il y avait eu un colloque de climatologie donc, à Grenoble. Et on s'aperçoit sur le premier graphique que la durée de l'enneigement diminue de 6 jours par décennie, c'est-à-dire tous les 10 ans, hein, on perd 6 jours d'enneigement. Et la durée de l'enneigement supérieure à 1 mètre diminue de 16 jours par décennie. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des manteaux neigeux épais. Et de temps à autre, on peut avoir quand même une année tout à fait aberrante. Hein. Ça a été le cas notamment 2005-2006. Donc voilà. Alors ce que je pensais juste vous dire, c'est qu'effectivement cette association Nivose repose sur des bases d'études anciennes. Hein. Et en fait, nous avons été déclarés l'année dernière seulement, en sous-préfecture de Saint-Dié, en préfecture d'Épinal. Et elle regroupe à la fois des naturalistes, parce qu'on a surtout une vision naturaliste, et des scientifiques, des professionnels de la montagne et du secours en montagne. Voilà. Seul Météo France est habilité pour faire passer des bulletins neige. Voilà. Alors si vous voulez des renseignements concernant notre association, vous pouvez toujours aussi passer par la réserve, le parc naturel. Arnaud, qui fait partie aussi de l'association, ainsi que bien d'autres, pourront vous passer tout ça. Quoi. Donc voilà. Merci.